98 Paris. Allô, Benjamin ? Oui, allô ? Salut Benjamin, c'est Jean-Marc Jancovici. Ah, Jean-Marc, tu vas bien ? Tu bosses toujours sur le projet de France Télécom ? Non, la mission s'est terminée. Benjamin, il faut que je te parle d'un projet, ou plutôt d'une idée sur le bilan carbone. Et toi, comme tu présides la mission interministérielle à l'effet de serre, je me suis dit que tu pourrais me donner des idées. Vas-y, continue. On parle bilan carbone, mais on ne sait pas le mesurer. Et surtout le mesurer pour les activités des entreprises. J'y pense depuis plusieurs mois, et il faudrait créer une méthode d'évaluation des émissions de CO2. C'est hyper intéressant ce que tu me dis, Jean-Marc. Parle-en avec les gens de l'ADEME. Je suis sûr qu'ils seraient intéressés. Je te mets en relation avec Jean-Pierre Tabé. Jean-Marc Jancovici vient de lancer ce qui sera un des projets de sa vie, la création du premier bilan carbone au monde. Et Benjamin Dessus lui donne alors le bon contact. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un entrepreneur qui bouleverse la société française en faisant de la lutte contre le réchauffement climatique un sujet qui nous concerne tous, Jean-Marc Jancovici. Un entrepreneur qui réussit aussi à faire de sa lutte un vrai business entre ses entreprises et ses conférences. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Jean-Marc Jancovici naît le 13 février 1952 à Paris. Son père, Bertrand Jancovici, est un grand professeur et physicien. Il est aussi gai et bon vivant que son fils est cassant et discipliné. Mais Jean-Marc a quand même hérité des facilités scolaires de son père puisqu'il se révèle un élève brillant en mathématiques et physique avec une forte capacité de synthèse. À son retour à Paris, il intègre Polytechnique en 1981 où il se montre fort en gueule dès les premières années, notamment pendant les conférences en culture générale ouvertes à toute la promotion. Et ce soir-là, c'est une femme conférencière qui vient parler de l'histoire de l'humanité et l'impact du feu pour la civilisation. Merci à tous pour votre écoute. Avez-vous des questions ? Ah, je vois une main se lever. Oui, bonjour. Vous avez souligné l'importance du feu dans la structuration des communautés humaines, mais vous oubliez une chose, la place des interactions entre ces communautés. Votre raisonnement ne tient plus du coup. D'ailleurs, le feu est arrivé beaucoup plus tard. Bref, c'est faux pour moi. Quel est votre prénom ? Jean-Marc. Ce que vous dites, Jean-Marc, est en partie vrai. Et... Jean-Marc challenge tout et remet tout en question. Il n'hésite même pas à interrompre les professeurs en cours quand il n'est pas d'accord. D'ailleurs, il devient vite connu sur le campus pour son impertinence, qui s'avère d'ailleurs souvent juste. Après un passage par l'école des télécoms, il se retrouve perdu. Car Jean-Marc se fout des parcours classiques, il veut quelque chose de différent. Et c'est assis à un café parisien qu'il trouve son idée, en feuilletant le journal Libération, un matin de 1986. Mais c'est quoi cette annonce de boulot ? Je cherche un polytechnicien acceptant de travailler au SMIC pour une société de production qui n'existe pas. Il regarde l'adresse et le nom sur le journal, Franck Cabot-David. Il décide alors de lui envoyer une lettre dans la journée. Jean-Marc n'est pas comme tout le monde et il est bien décidé à l'assumer. « 1986 Paris, café sur les Champs-Élysées. » Merci d'être venu pour ce job. Je ne pensais pas, avec cette annonce, avoir une personne qui postulerait. Encore plus un polytechnicien. Franck, soit vous êtes fou, soit vous êtes génial, mais j'ai adoré cette annonce. On peut se tutoyer ? Bon, je veux monter une société de production de films et l'idée est simple. On fait des films artistiques et à côté, pour se financer, on fait des films pour des entreprises. Je ne veux pas être comme tous ces producteurs qui galèrent financièrement. En septembre 86, Ciné Magma Productions est né. Jean-Marc y reste 3 ans, mais il impressionne Franck par sa compréhension rapide de l'industrie du cinéma et son côté carré. Puis, au début des années 90, il se dit qu'il est temps de regagner un peu d'argent en prenant des missions. Il accepte alors un projet chez France Télécom. Il travaille sur les services de téléenseignement, télémédecine et de télétravail. Il comprend surtout que ces applications peuvent conduire à des économies de déplacement.
ce qui diminuerait les gaz à effet de serre. Pour Janco, cette découverte est un choc, car il ne connaissait pas le sujet du réchauffement climatique. Il passe alors des jours, puis des semaines, puis des mois à lire sur le sujet. Jean-Marc découvre toutes les études faites par les Américains dans les années 70, et notamment le rapport de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, qui conclut « Un doublement de la concentration en CO2 entraînerait une augmentation de la température de surface de 1,5 à 4,5 degrés. Et les conséquences seraient catastrophiques. » Puis il commence à lire les rapports du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui vient de publier ses premiers rapports en 1990. Si les énergies fossiles ont permis la croissance et le développement, elles vont aussi causer notre perte. Il finit même par devenir un expert à force d'étudier le sujet, et présente alors à son ami Benjamin Dessus, président de la mission interministérielle à l'effet de serre, son idée de bilan carbone. On parle bilan carbone, mais on ne sait pas le mesurer, et surtout le mesurer pour les activités des entreprises. J'y pense depuis plusieurs mois, et il faudrait créer une méthode d'évaluation des émissions de CO2. C'est hyper intéressant ce que tu me dis, Jean-Marc. Parle-en avec les gens de l'ADEME. Jean-Pierre Taubet, le président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, lui dit tout de suite « banco ». Et pendant 4 longues années, entre 2000 et 2004, il construit les bases de son bilan carbone. 1000 pages, l'équivalent d'une thèse. Là où la méthode de Janco est novatrice, c'est que l'impact des entreprises sur l'émission de CO2 ne se fait pas seulement par ses propres émissions, mais aussi par l'amont, la consommation de matière, et par l'aval, l'usage de ces produits. Le bilan carbone en France et le Greenhouse Gas Protocol aux États-Unis sont au début des années 2000 les 2 seules méthodes qui existent dans le monde. L'ADEME rachète alors la méthode en 2004, mais c'est un nouvel univers qui s'ouvre à Janco, la perspective de pouvoir vivre de son expertise. Depuis 2000, Jean-Marc construit son bilan carbone financé par l'ADEME, mais il n'en vit pas et doit continuer ses missions de conseil pour les entreprises en parallèle. Il commence aussi son travail d'évangélisation sur le sujet dès 1999 avec une première conférence pour les anciens de Polytechnique X Environnement et enchaîne alors les conférences au début des années 2000, plus d'une centaine. Climat, énergie, biodiversité, pêche, il traite de tous les sujets. Puis Jean-Marc publie aussi son premier livre en 2002. L'avenir climatique, quel temps ferons-nous ? Tous ces livres et ses conférences lui donnent une notoriété et avec son travail sur le bilan carbone, il devient un des experts mondiaux du sujet. Il décide alors d'en faire un véritable business quand il lance le cabinet de conseil Carbone 4 avec son associé Alain Grandjean. Alors, le nom Carbone 4 fait référence à l'objectif pris par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz. La mission du cabinet ? Aider et conseiller les entreprises pour faire face à la crise climatique et énergétique. En l'espace de 15 ans, le cabinet passe de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. De 2 personnes, le cabinet compte aujourd'hui plus de 70 consultants. Un formidable succès donc pour Janco, qui désormais se verse aussi un salaire de 10 000 euros tous les mois. Les 2 hommes créent aussi The Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Les travaux finissent par gagner en visibilité en 2018 quand Nicolas Hulot démissionne, puis avec les incendies en Californie. Le think tank est aussi financé par les plus grands groupes français comme Bouygues, EDF, BNP Paribas ou Veolia. Toute cette activité et la réussite du cabinet n'est due qu'à un seul facteur, l'explosion de la visibilité de Jean-Marc Jancovici. Car Janco est un client pour les journalistes qui le remet à leur place régulièrement, comme sur ce plateau télé. On a le droit d'être inquiet de la présence du nucléaire pour les populations locales, non ? Alors à ce moment, si on doit supprimer le nucléaire, on doit aussi supprimer tous les barrages. On supprime toutes les usines chimiques, on supprime du reste toutes les voitures, 1,3 million de morts par an quand même. On supprime les sucreries, le Kinder Bueno que j'avais dans ma loge. On ne peut pas comparer du nucléaire avec un Kinder Bueno quand même. Le phénomène Jancovici est lancé, il est partout. Télé, radio, réseaux sociaux. Désormais, il va aussi conquérir la France. La réussite de l'entrepreneur Jancovici est surtout due à son style et à ses prises de position. Il provoque, il tranche, il coupe.
Il dit tout sans langue de bois et les cache, sans concession. Il est donc la grande gueule pro-nucléaire qui agace de tous les côtés. Mais il fascine aussi. Avec ses étudiants, à l'école des mines de Paris, il n'est pas toujours tendre, mais ceux-ci s'en souviennent toujours. Apolline, tu étais au dernier cours de Janco ? Ouais, ça m'a mis une claque. Et quand un étudiant a posé la question des risques du nucléaire, il l'a coupé direct. Oh, t'aurais vu la tête de l'étudiant ? Ils ont d'ailleurs mis sur YouTube le dernier cours hier et déjà des milliers de vues. Tous mes potes d'école d'ingé n'arrêtent pas de parler de Janco. C'est ouf. Ouais, enfin, moi j'ose plus poser de questions pendant ces cours. Il est super dur, je trouve. Pour moi, c'est pas grave. Je le trouve tellement incroyable. Jean-Marc veut que les étudiants, les politiques ou même les journalistes se souviennent de ce qu'il dit. Alors il tape. Son humour noir et ses remarques acerbes font le reste. Sur YouTube, il devient une véritable rockstar avec plus de 23 millions de vues. Et c'est le cas sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup d'étudiants lui vouent un véritable culte. Ses fans répètent ses punchlines et en font même des vidéos YouTube. Et pas seulement des étudiants d'ailleurs, Janco fait désormais partie du domaine public. Chacune de ses prises de parole est commentée, critiquée. Jean-Marc, lui, joue la carte de l'exemplarité. Bon, si vous me demandez mon bilan carbone, je le publie chaque année depuis 20 ans. Je ne prends quasiment plus l'avion, je chauffe mon appart parisien à 18 degrés la journée et 15 la nuit, et j'ai une voiture de 7 ans d'âge qui ne roule que quelques kilomètres par an. Ma seule exception, c'est ma maison dans le sud, chauffée au gaz naturel, un combustible fossile. Pourtant, l'homme agace de plus en plus et les critiques se font virulentes. La grande gueule dérange. Et c'est une tribune publiée en 2021 qui déclenche tout. Juin 2021, coup de tonnerre dans le milieu écologiste. Une tribune intitulée « Jean-Marc Jancovici, une imposture écologique ?» co-signée par une quarantaine d'associations écologistes est publiée sur plusieurs sites dont Regard, Reporter, Mediapart et La Mule du Pape. Nous, association, nous dénonçons le discours de Jean-Marc Jancovici. Un discours social inégalitaire, la défense du système économique et politique en place, l'appel à une autre gouvernance autoritaire conduite par des élites sous influence d'experts. Mais c'est aussi un discours patriarcal, où la connivence avec les multinationales, la négation des plus importantes catastrophes industrielles, la promotion du nucléaire dont la crise climatique renforce les dangers, devrait rendre incompatible la vision de Jean-Marc Jancovici avec une vision écologiste du monde. Ces associations dénoncent aussi les liens entre Janco, à travers son association The Shift Project, et les grands groupes industriels. Et pire, il est vu comme un macho à l'ancienne qui multiplie les sorties médiatiques maladroites sur le sujet. Mon bilan carbone familial est bas parce que mon épouse est à la maison, ce qui supprime la nécessité d'une deuxième voiture. Il va encore plus loin quand il avance ses idées pour limiter la croissance démographique. Il faudrait ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades, à l'instar du système anglais qui ne pratique, par exemple, plus de greffe d'organes pour des personnes de plus de 65 ou 70 ans. Il déclenche un vrai tollé. Il propose même de réguler les naissances, car comme il le dit, ou bien on régule nous-mêmes la population, ou bien ça se fera par des pandémies, des famines ou des conflits. ses pires détracteurs l'attaquent aussi sur sa défense du nucléaire quand il présente le nucléaire comme une énergie non carbonée. Il ne tient pas compte du bilan carbone de l'ensemble de la chaîne. C'est aussi ce que reprochent les associations dans leur tribune. Un VRP financé par EDF et son entreprise Carbone 4. De plus en plus de scientifiques remettent aussi en question certaines de ces déclarations qui sont inexactes ou totalement fausses. Comme l'explique le climatologue Hervé Letreux, il a une formation scientifique réelle, une compréhension technique, mais il ne s'est jamais astreint aux règles de la communauté scientifique, qui consiste à se soumettre à la relecture. Pourtant, l'imposture Janco réussit au moins une chose, faire parler du réchauffement climatique et convaincre toute une génération qu'il y a urgence. Et c'est même une bande dessinée qui va porter ce message et le rendre célèbre dans toute la France.
Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Jean-Marc Jancovici remet le réchauffement climatique au centre des débats et de l'actualité. D'ailleurs, personne ne contredit ce constat sur la crise énergétique et la nécessaire sobriété qui nous attend. Janco va prendre une autre dimension quand il est contacté par un dessinateur, Christophe Blain, fin 2018. Oui, allô? Bonjour Jean-Marc, je suis Christophe Blain et c'est mon éditeur qui m'a donné vos coordonnées. Je suis dessinateur et j'aimerais vous parler d'un projet. Ah bon, quel projet? Voilà, je pense que je pourrais transformer vos conférences et vos messages en BD. C'est incroyable ce que vous dites en conférence. J'étais captivé. J'ai déjà des idées pour faire de la fiction autour du changement climatique, mais plutôt au cinéma ou à la télévision, pas en BD. Mais la BD, c'est un super moyen de vulgariser votre message qui mêle le dessin avec le texte. Voyons-nous et je vais vous montrer mes premiers dessins. Ok, faisons un essai. Finalement, Christophe Blain convainc Jean-Marc. Et après presque 2 ans de travail, ils sortent la BD Un monde sans fin en octobre 2021 chez Dargaud. Et c'est un carton monumental. Imaginez, en plus d'1 an, plus de 700 000 BD vendus. Meilleure vente de livres en 2022. Le sujet du climat est enfin rentré dans les foyers français. Et ce, grâce à Janco, son style et sa grande gueule. Grâce aussi à ses plus de 20 ans consacrés au problème et toutes les années où il a prêché dans le vide. Et comme il disait à ses étudiants lors de sa dernière conférence, « Je ne vais pas beaucoup vous parler de solutions. De toute façon, ça va vous occuper jusqu'à votre mort. Comme ça, vous aurez un peu de travail. » Mais on ne rigolera pas longtemps, car c'est aux générations futures de s'en occuper. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet, et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.